Bonjour à tous, c'est Shordo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et cette fois-ci, nous allons nous immerger dans l'histoire de Chelsea. Et quelle histoire! Et contrairement aux autres vidéos, je ne vais pas vous faire une introduction avant le générique. Après, si vous avez vu la miniature et le titre de la vidéo, vous savez plus ou moins de quoi ça va parler. Mais je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette vidéo, la narration sera un peu différente et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Mais avant tout ça, générique. Cette histoire se déroule il y a 10 ans en 2012, et c'est de très loin l'histoire la plus extrême et dangereuse que Chelsea n'ait jamais vécue de sa vie. Cette histoire, une fois encore, se déroule aux États-Unis, pendant l'été 2012. Chelsea venait de se marier avec son petit ami Brooke. C'était son premier amour rencontré sur les bancs du lycée. Même si tous les deux étaient encore étudiants et donc n'avaient pas forcément les moyens de vivre dans une abondance extrême, ils n'en étaient pas moins extrêmement heureux ensemble. Ils avaient pour habitude, pendant les week-ends, de se réunir avec leur bande d'amis autour d'un bon film au cinéma. Chelsea précise dans son histoire que elle, son mari et leur groupe d'amis sont des vrais cinéphiles. Ils ne ratent jamais une première au cinéma et ils sont tout le temps au cinéma. Du moins, autant se faire que peu. Par chance, il y avait un cinéma juste en bas de la rue de leur appartement, qui en plus avait des billets de cinéma vraiment pas chers. Une soirée à moins de 10$ s'annonçait parfait pour leur petit budget. Et ce jour-là, le 19 juillet 2012, un de ses amis l'appelle. En effet, dans le cinéma juste à côté de chez eux, se trouve, cette soirée-là, l'avant-première, la grande première du nouveau blockbuster de Christopher Nolan, Batman The Dark Knight Rises. Et voici son histoire. Je venais à peine de finir de réviser il y a 30 minutes. J'avais qu'une seule envie, c'était de me reposer. Je voulais vraiment m'écraser contre mon lit. Mais en même temps, je ne voulais pas manquer le plaisir de cette grande première. En plus, c'était un film que j'attendais depuis longtemps. Oh, et puis, à mon âge, rester debout plus tard que d'habitude et louper quelques heures de sommeil, ça va pas me tuer, non? Nous nous sommes donc retrouvés aux alentours de 22h30 devant le cinéma. Alors que nous pénétrions à l'intérieur du cinéma, nous sommes passés devant des affiches et des grandes découpes en carton de Catwoman et Batman. On a aussi été accueillis par l'odeur du popcorn au beurre, les bruits et lumières de la salle d'arcade d'à côté, des enfants qui jouaient tout déguisés, et par les bavardages endiablés des cinéphiles surexcités. La billetterie était sur la droite de l'entrée, et juste au-dessus se trouvait une liste électronique des films en cours. Notre première de Batman était affichée là-haut, en lettres rouges vifs. Étant paranoïaque que les billets se vendent rapidement, un de mes amis est passé un peu plus tôt dans la journée et a acheté les billets pour nous. Nous avons donc contourné la file d'attente et sommes allés directement au preneur de billets. Elle nous a alors souri et nous a gentiment dirigés vers la salle 9. Si seulement j'avais su à ce moment-là qu'autour de moi, dans la foule, un tueur rôdait. Qu'en marchant sur ce tapis rouge et violet menant à la salle de cinéma, j'aurais pu marcher jusqu'à l'échafaud, jusqu'à ma mort. Pour être honnête avec vous, j'y pense souvent, peut-être chaque jour. À chaque réveil, à chaque coucher, ce que j'aurais fait si j'avais su. Je vais vous faire une confidence, j'en rêve souvent. Je tire l'alarme d'incendie et j'appelle la police. Je crie le plus fort possible pour que les gens puissent fuir, pour que ce carnage ne se produise pas. Et je me réveille, seul, dans mon lit. Bien sûr, Chelsea, suis-je bête? Je n'avais aucun moyen de savoir à quelle horreur j'allais assister, inconsciente du péril dans lequel j'entrais. J'ai alors poussé les portes de la salle 9. Le couloir de ce théâtre avait la forme d'un U, où vous pouviez aller à droite ou à gauche. La salle 9 était la plus grande du bâtiment. Ils avaient sorti le grand jeu pour cette première de Batman. L'écran était encore gris et immobile. Même les avant-premières n'avaient pas encore commencé, car il restait encore une bonne heure et demie avant que le film ne commence réellement. Je me souviens avoir été surpris à quel point le théâtre était déjà bondé. Presque tous les sièges étaient déjà occupés à notre grande consternation. Mais dans ce théâtre, il y avait une section de sièges juste devant l'écran. Cette zone était plate, il y avait environ 5 rangées de sièges. Beaucoup de sièges étaient vides, dû au fait, probablement, que s'asseoir juste devant l'écran, franchement, c'est pas terrible. Un de mes amis a finalement trouvé une rangée où il y avait 5 sièges de disponibles, parfaits pour notre groupe. Mon mari, Brooke, était assis sur le siège le plus à l'extrémité de la rangée,
Je me suis donc tout bonnement assise à côté de lui, et mon amie Samantha s'est assise à son tour à côté de moi. Et je me rappelle comme si c'était hier, nous avons passé les minutes suivantes à bavarder avec désinvolture, à plaisanter et à rire de tout et de n'importe quoi. Au bout d'un certain temps, mes amis sont sortis de la salle pour acheter des boissons et ce fameux popcorn de cinéma si addictif. Vous savez, celui que vous commencez à manger en vous jurant de ne pas tout finir tout de suite, pour finalement tout manger avant même que la séance commence. Pendant leurs petites escapades aux confiseries, Brooke et moi avons passé notre temps à regarder les gens. Les bandes annonces n'avaient pas encore commencé, donc le cinéma était encore relativement éclairé. Nous arrivions facilement à distinguer chaque visage les uns des autres. Et il y avait beaucoup de personnes avec des goodies du film, comme des casquettes ou des t-shirts. Il y avait aussi beaucoup d'enfants présents sur cette séance, ce qui n'était pas vraiment surprenant, même si c'était un jeudi soir. Tout simplement parce que c'était les vacances d'été, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'école le lendemain. Et laissez-moi m'échapper à une autre confidence. De toutes les personnes que j'ai vues, la personne que je n'oublierai jamais était la petite fille assise sur notre rangée à quelques sièges de là. Elle était vraiment mignonne, blonde aux yeux bleus, le regard malicieux et l'air enthousiaste. Et elle avait dans ses mains toutes sortes de confiseries, comme des pop-corn ou des barres chocolatées. Elle avait d'ailleurs l'air de se battre avec son père pour savoir qui pourrait manger le plus de confiseries avant le début de la séance. Dans l'ensemble, les gens autour de nous étaient vraiment enthousiastes à l'idée de voir cette première du film Batman. Il régnait une ambiance de fête et d'amusement. Après ce qui semblait être une éternité, les lumières ont finalement commencé à s'éteindre et les avant-premières ont commencé. D'une façon assez hasardeuse et même nonchalante, j'ai jeté un coup d'œil au panneau sortie de secours vert vif, qui se trouvait sur les deux côtés de l'écran. Puis, pour être honnête avec vous, je n'ai pas vraiment regardé les bandes annonces. Je fais partie de ces personnes qui viennent uniquement pour voir le film. Et lorsque le film a commencé, le théâtre a éclaté en acclamations et en applaudissements. Le titre du film, The Dark Knight Rises, a explosé à l'écran. Cela a été suivi par la scène où Bane détourne un avion. J'ai trouvé cette scène plutôt cool. Et c'est que lorsque le film a commencé à devenir un moins intéressant que je me suis rappelé à quel point j'étais fatigué. Je me suis donc endormi. Ne me jugez pas trop vite ou ne soyez pas trop dur avec moi. Je sais, c'est la première d'un film que tout le monde attendait. J'avais de la chance d'une certaine façon de voir ce film. C'était juste que j'étais réveillé depuis plus de 20 heures, donc autant vous dire que je commençais vraiment à être au bout de mes forces. Quand j'ai rouvert les yeux, Bruce Wayne était sur son ordinateur recherchant des informations sur Catwoman. Et c'est la dernière scène du film que j'ai vue. Je n'ai jamais pu voir la fin du film. Tout à coup, un énorme a éclaté du côté gauche du cinéma. J'ai crié un peu parce que ça m'a fait sursauter, et j'étais pas vraiment sûr que ça venait du film. Puis une odeur étrange a commencé à remplir le cinéma. C'était une odeur de poudre, comme celui d'un feu d'artifice entre amis le soir de Nouvel An. Bon Dieu, mais qui a lancé un feu d'artifice en pleine séance de cinéma ? Puis, j'ai remarqué une silhouette proche de l'écran, qui a attiré mon attention. À cette distance, il n'était qu'un cadre noir sur l'écran lumineux du cinéma. Une série de petites lumières clignotantes provenaient de cette personne. Ce fut un moment étrange, comme un flottement. Le temps s'est littéralement ralenti, et tout est devenu étrangement silencieux. J'étais complètement tétanisé, incapable de bouger, et juste incapable même de penser. C'est comme si tout mon corps avait complètement cessé de fonctionner. Brooke a immédiatement compris ce qui se passait, et il m'a attrapé. Il m'a tiré au sol et s'est allongé sur moi, me protégeant de son propre corps. À ce moment, le temps et le son me sont revenus. Je pouvais entendre les coups de feu retentir à travers le théâtre. Les gens ont tous commencé à crier, sans aucune exception. À ce moment-là, j'ai réalisé que les lumières que j'avais vues clignoter étaient en réalité des balles sortant d'un fusil. Une sensation d'adrénaline a inondé mon corps. Je ne pouvais absolument rien faire d'autre que rester allongé là et espérer devant Dieu que les balles que j'ai entendues déchirer les sièges et les murs ne me traverseraient pas non plus. J'étais allongé sur le dos pour essayer de voir tout ce qui se passait. Les lumières du film dansaient au plafond et sur les murs. Notre seau de popcorn gisant sur le sol. À un moment donné, la bouteille d'eau de Samantha qui se trouvait dans le porte-gobelet entre nos sièges a explosé, m'éclaboussant tout le visage. L'odeur de la poudre et de fumée des armes à feu était omniprésente et devenait insupportable. Les gaz lacrymogènes anti-émeute m'ont fait pleurer et tousser sans cesse. Mais il y avait aussi une odeur métallique que jamais je ne pourrais oublier. Tout à coup, les choses sont devenues étrangement calmes. Les balles s'étaient arrêtées pour une raison que j'ignorais. Et à ce moment-là, Tommy,
le copain de Samantha a crié « Sortons d'ici !» Nous avons profité de cette occasion, de cette courte accalmie inopinée, et nous avons fui. Nous avons déambulé, tant bien que mal, marche après marche, les escaliers menant à ce panneau exit vert vif. Et une fois arrivé, il était difficile de trouver la porte. Mais bon Dieu, où elle était? Difficile de voir dans la pénombre et avec le gaz lacrymogène. Et enfin, mes mains ont fini par sentir la poignée de la porte en métal, et j'ai poussé cette porte de toutes mes forces. La porte s'est ouverte à la volée, et la lumière d'un lampadaire voisin a commencé à inonder nos yeux. Nous avons poussé si fort sur la porte que nous sommes tous tombés sur le béton. Alors que j'étais en train de me remettre sur mes pieds et que je courais littéralement pour sauver ma vie, j'ai réalisé que mes jambes étaient rouges, absolument imbibées de sang. J'ai vérifié mon corps, enfin, j'étais en train de fuir. Si j'étais blessé, je l'aurais remarqué quand même, non, je suis pas stupide. Mais d'où pouvait provenir ce sang? Malheureusement, je n'ai pas eu à réfléchir très longtemps. En regardant derrière moi, pour voir qui était en train de me suivre, j'ai vu que mon mari était blessé à la jambe. 2 personnes étaient en train de l'aider pour fuir. Brooke semblait à bout de force, impossible pour lui d'avancer seul. Et j'ai continué à réfléchir en fuyant. Il était sur moi pendant la fusillade pour me protéger. Il a sûrement dû recevoir un impact de balle, et son sang a dû couler sur ma jambe. Et mon raisonnement fut arrêté à la vue d'ouvriers travaillant sur le bâtiment en face du cinéma. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai crié, comme si j'étais possédé. J'ai crié de toutes mes tripes, de toute mon âme, que par pitié, quelqu'un nous vienne en aide. Dès qu'ils ont entendu mes cris, ils ont arrêté immédiatement de travailler et sont venus à notre rencontre. Ils ont d'abord porté Brooke le long du trottoir pour l'éloigner du bâtiment au maximum. C'était assez loin maintenant, probablement une dizaine de mètres. Mon mari s'alors effondrait d'épuisement et de douleur, murmurant qu'il ne pouvait plus bouger. Je tremblais. Je me suis agenouillé à côté de Brooke et j'ai regardé autour de moi pour voir qui d'autre était blessé. Tommy avait reçu une balle dans la jambe et dans la hanche. Il se trouvait un peu plus loin sur le parking. Les parents des 2 enfants étaient à côté d'eux, leur mère était en train de saigner et elle était à la limite de rejoindre les limbes. Cette famille s'était échappée en même temps que nous. Je suppose qu'ils ont également entendu les balles s'arrêter et ont également décidé de s'enfuir. Ce jour-là, à cet instant, nous avons tous réalisé sur ce parking que nous avions eu beaucoup de chance, car pendant que nous essayions tant bien que mal de fuir, la fusillade, elle, continuait de plus belle. J'étais en train d'aider mon mari quand j'ai entendu la police arriver. Elle est venue très vite. Je dirais que nous étions dans la rue pendant 1 minute, ou 2 peut-être, avant que les sirènes rouges et bleues éclaircissent les pénombres de la nuit. Une femme policière est restée avec nous jusqu'à l'arrivée des premières ambulances, ce qui malheureusement prit beaucoup plus de temps. Brooke a été l'un des derniers à être transporté à l'hôpital. Il continue à saigner pendant environ 20 minutes avant qu'une ambulance daigne enfin le prendre avec lui. J'étais tellement en colère, mais avec le recul, et ce que j'ai appris par la suite, il y avait des cas bien plus graves que mon mari. À ce stade, il était devenu presque insensible, et il était au bord de l'inconscience. Plusieurs hommes massifs se sont précipités à son chevet pour le déposer sur une civière. Malheureusement, comme si cette soirée d'enfer ne finissait pas, je n'ai pas pu l'accompagner dans l'ambulance. Il y avait une autre personne blessée. Je me suis retrouvé donc seul, devant le cinéma, mes habits nappés de sang qui n'étaient pas le mien, sans savoir où mes amis étaient, aérés tel un feu follet à leur recherche. Marcher dans la foule ressemblait à un rêve. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Les gens étaient hystériques et pleuraient. Beaucoup de gens comme moi étaient couverts de sang. Je peux vous assurer que ce jour-là, j'ai vraiment compris le sens du mot chaos. J'ai traîné avec ces gens pendant un moment, alors que la police envahissait la zone et nous demandait ce que nous avions vu à l'intérieur du théâtre. Tout le parking était verrouillé et nous n'allions pas être autorisés à partir de sitôt. Mais finalement, aux alentours de 2h30, 3h du matin, la police a commencé à laisser partir les gens. Ni 2 ni 3, j'ai pris ma voiture, sans prendre même le temps de rentrer chez moi, de récupérer mon téléphone, d'appeler mes proches. Non, j'étais trop en colère, contrarié, effrayé, et surtout très probablement dans un état de choc très avancé. Est-ce que j'allais vraiment perdre Brooke à 1 mois de notre anniversaire de mariage à cause d'un psychopathe armé? Heureusement, au moment où l'aube s'est levée, j'ai trouvé l'hôpital dans lequel il était soigné. C'était environ à 45 minutes du cinéma si vous respectiez les vitesses de circulation. Bon Dieu, j'étais si heureuse d'être là, de l'avoir trouvé, et le personnel de l'hôpital était si compréhensif avec moi, si bienveillant. Après avoir vérifié mon état, ils m'ont placé dans la salle d'attente des soins intensifs, là où Brooke allait être placé une fois son opération finie. J'étais tellement contente qu'il soit vivant, qu'il ait survécu, bien que beaucoup d'autres personnes n'aient pas eu la même chance.
J'ai découvert le lendemain, après un sommeil bien mérité sur un canapé d'hôpital, que 12 personnes avaient été tuées dans cette fusillade et environ 50 personnes blessées. Tommy a été transporté d'urgence dans un autre hôpital à l'arrière d'une voiture de police. Il a subi une intervention chirurgicale et s'est complètement rétabli. Et ce qui me brise le cœur encore aujourd'hui, c'est que la petite fille blonde, assise sur ma rangée, n'a pas survécu. Elle a été abattue de plusieurs balles. Un policier en larmes a essayé en vain de la réanimer. Cela fait si longtemps maintenant que la fusillade a eu lieu que nous avons réussi à nous en remettre, petit à petit. Cet événement horrible nous laissera une cicatrice à coup sûr, pour toujours. Mais laissez-moi vous parler d'une dernière chose, de la chose la plus terrifiante de cette histoire, le tireur lui-même. Au fil des années, j'ai beaucoup appris sur lui. Croyez-moi, je le connais très bien maintenant. Ce type allait à l'école de neurosciences ou quelque chose comme ça. Je suppose que c'était un mec intelligent. Cependant, pour des raisons inconnues, il voyait régulièrement un psychologue où il était sous traitement lourd, car il était obsédé à l'idée de tuer des gens. Il disait sans cesse que c'était pour augmenter son capital humain. Après avoir abandonné ses études, il a déménagé et a choisi mon état, pour finalement choisir mon cinéma local pour faire sa tuerie. Il avait planifié depuis des mois et des mois son attaque sur le cinéma. J'ai même appris qu'il nous a suivis dans le couloir pour sortir du cinéma. La seule raison pour laquelle il nous a pas tués à ce moment-là, c'est son fusil d'assaut qui s'est enrayé. D'où cette courte accalmie pendant la fusillade. Ce soir-là, il a pris un billet pour la salle 8. Mais remarquant qu'il y avait plus de monde dans la salle 9, il a changé de salle. Il était dans les premiers rangs, et ce qui m'effraie le plus, c'est que j'ai sûrement dû le croiser sans même le savoir. Pendant le film, il s'est levé et est sorti du cinéma. Il est ensuite allé à sa voiture pour s'armer, puis il est revenu dans le cinéma. Pour le reste, vous connaissez déjà la suite. J'ai appris que les forces de l'ordre l'ont retrouvé dans sa voiture. Ils l'ont arrêté sans aucune résistance. Cela veut dire qu'il aurait largement pu tuer davantage de personnes dehors sur le parking. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas et je sais toujours pas ce qui l'a empêché de tirer sur les gens qui se trouvaient là. Mais il aurait facilement pu tous nous abattre. Avant de commettre son odieux crime, il s'est teint les cheveux en rouge et a mis des lentilles noires. Il a même pris des photos de lui avant d'aller au cinéma, photos qui ont été montrées au tribunal. Et en parlant du tribunal, je n'oublierai jamais de me lever alors qu'ils appelaient mon nom, de marcher dans la rangée centrale devant ma famille, d'autres survivants et des foules de journalistes et youtubeurs traits d'horreur avides de nouvelles. Ce que je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle est son regard vide. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, mais je n'ai vu aucune âme ce jour-là. Et Chelsea finira son histoire par « Toi, l'homme qui a commis la plus grande fusillade du Colorado, toi qui as volé cette innocence à cette fille de 6 ans, je n'espère ne jamais te revoir. » Cette fusillade va donc faire 12 morts, dont Veronica Moser Sullivan, 6 ans. Le tueur, James Holm, va être condamné à la prison à perpétuité sans aucune possibilité de remise de peine. Suite à cette fusillade, Christopher Nolan, producteur et réalisateur du film, dira « La salle de cinéma est ma maison, et l'idée que quelqu'un puisse salir cet espace innocent et plein d'espoir d'une façon aussi incroyablement sauvage est impardonnable. » Christian Bale, acteur principal du film quant à lui, se rendra directement au Colorado et rendra visite aux familles des survivants. Et avant de finir cette histoire, sachez que cette fusillade se déroule pendant la campagne de réélection de Barack Obama. Et vous devez savoir que ni Barack Obama, ni son opposant politique Mitt Romney ne va parler de la dangerosité de porter des armes aux États-Unis. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo était légèrement différente. J'ai pour habitude de faire des traits d'horreur à la 3e personne. Dans cette histoire, c'était principalement à la 1re personne. Pour essayer de vous faire entrer davantage dans son histoire et dans le traumatisme, dans l'horreur que ça a pu être. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de continuer à regarder mes vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Portez-vous bien, c'était Chando. Ciao.